Chers internautes du Guépard.net, bonjour. C'est une nouvelle fois avec joie que je reçois René Naba, qui est le consultant sur les questions internationales du Guépard.net. Comme vous le savez, René Naba est un journaliste, écrivain, ancien correspondant de guerre pour l'AFP au Moyen-Orient. Il est connu comme étant un spécialiste du monde arabo-musulman. Une autre révélation, René Naba est un natif du Sénégal. Il ne faut pas que sa peau trompe, c'est quelqu'un qui connaît bien l'Afrique. Aujourd'hui, notre objectif est de parler de la prolifération du terrorisme en Afrique. À partir de ces interventions, car j'ai déjà lu les articles de René Naba sur la question, je pense que les internautes auront l'occasion de savoir comment cette prolifération a eu lieu et surtout comment le terrorisme est financé en Afrique. Bonjour René Naba. Bonjour, amis du Guépard et de l'Afrique. Déjà, bon, René Naba est aussi africain comme je viens de le dire. Alors René Naba, nous allons aujourd'hui droit au but sur une question qui intéresse le monde et surtout les Africains. Aujourd'hui, nous allons parler de cette prolifération du terrorisme un peu partout en Afrique et surtout d'où viennent les financements du terrorisme. C'est cette question que nous voulons vous poser aujourd'hui. D'abord, quelles sont les raisons de cette prolifération du terrorisme en Afrique? Si vous m'autorisez, je vais faire une petite introduction sur le comportement de l'Occident à l'égard de l'islam. L'islam, pour l'Occident, c'est une variable d'ajustement, non pas structurelle, mais conjoncturelle. Quand ça favorise les intérêts impériaux de l'Occident, l'islam est halal. Quand ça ne favorise pas, ça se fait au détriment des intérêts occidentaux, l'islam est haram. Très simplement, je vais donner deux cas. Omar Bongo, le président du Gabon, sous Giscard d'Estaing, et il est né sous le nom d'un nom chrétien. Il s'appelait à l'époque, quand il a été président de la République, Bernard Albert Bongo. Lorsqu'il y a eu le boom pétrolier et qu'il a voulu faire des projets d'infrastructure, il a demandé l'aide de la France. La France lui a dit non, on est fauché. Va voir tes amis pétroliers. Il va en Arabie Saoudite, il dit au roi Faisal, je voudrais financer mes grands projets et aussi me mettre un peu d'argent dans la poche avec l'argent et tout. Le roi Faisal a financé ses projets, les oléoducs et tout. Il lui a construit le complexe. Mais il lui a dit, ce serait bien aussi que toi, en tant qu'Africain, tu n'as pas à appartenir à la religion, mais convertis-toi. Il s'est converti et il a adhéré à l'OPEP. Et la France était gagnante de 50% dans la mise. Pourquoi? Parce que d'abord, elle n'a pas financé les projets d'infrastructure du Gabon. Deuxièmement, Bernard Albert Bongo, qui est devenu Omar Bongo, est devenu membre de l'OPEP, l'œil et l'oreille de la France au sein de cartels pétroliers. Donc ils étaient gagnants-gagnants. Mais le problème, c'est que le complexe pétrolier a été édifié, mais c'est Elf qui l'a exploité. Elf, et on connaît les affaires d'Elf, toute la classe politique qui a été abondée, toutes les formations politiques qui ont été payées, au détriment du développement du Gabon. Jusqu'en l'an 1990, il n'y avait pas un grand hôpital au Gabon, parce qu'Omar Bongo jugeait utile que pour les maladies graves, le cancer, les cardiologies ou les chirurgies du cerveau, il valait mieux les envoyer en France, d'abord pour enrichir les hôpitaux français, et ensuite, toutes les familles qui étaient malades, elles étaient redevables de Bongo, non seulement pour les soins, mais pour le visa et le séjour. Donc, il se créait une race, une couche de tributaires de sa manne, alors que l'argent devait appartenir à tous les Gabonais. Voilà un des aspects négatifs de cet islam conjoncturel qui était, à courte vie, était gagnant pour la France. On verra après ce qu'il en est devenu. Parce que maintenant, si j'ai pris l'exemple du Gabon, d'abord le Gabon, la moitié du Gabon est désormais affiliée à des églises américaines. Et deuxièmement, le Gabon lui-même veut quitter la francophonie pour aller dans le Commonwealth. Lui qui parle à peine le mot anglais. Donc c'est pas grave.
Deuxième cas, vous vous rappelez qu'il y a eu un sommet islamique à Dakar, financé par le Qatar. Et je vous rappelle que Karim Wade, lorsqu'il est sorti de prison, il a été réfugié au Qatar. Tout à fait. Le Qatar a financé toutes les infrastructures, mais à moitié-moitié avec Karim Wade, qui s'est enrichi considérablement, et Abdoulaye Wade. Donc, là-bas, à l'époque où le sommet islamique s'est tenu à Dakar, le Qatar était encore et toujours le parrain des frères musulmans. Et la France n'a jamais rien dit à redire sur cette affaire-là, parce que Sarkozy avait besoin d'un partenariat financier avec le Qatar pour d'autres considérations. La Coupe du Monde, le Paris Saint-Germain, n'en parlons pas. Troisièmement, la France est en contact avec l'islam depuis 6 siècles. Dakar, le Sénégal a été conquis en 1515, 20 ans après la découverte de l'Amérique. C'est pas tant par tropisme pour l'Afrique, parce qu'il fallait sécuriser la navigation et le commerce entre l'Amérique latine et l'Amérique du Nord et l'Europe. Et toute cette rive-là africaine, l'Afrique occidentale était musulmane, il fallait faire des points de jonction occidentaux pour contrôler la navigation. Le problème de la France, le Sénégal, il y avait 3 départements français, mais jamais les 3 départements français n'ont été régis par les lois françaises. Il y a eu le Code noir, alors c'est le Code noir en Afrique, qui était au mépris non seulement de la monarchie, mais aussi des principes républicains, de liberté, égalité, fraternité. De la même manière que l'Algérie était un département français, mais il y avait le code de l'indigénat. Donc on utilisait l'islam quand ça nous arrangeait, on le méprisait quand ça nous dérangeait. À tel point que la France a voulu un jour créer un califat de l'islam occidental pour faire pendant à l'Empire ottoman. Mais l'islam français, c'était l'Afrique, et l'Afrique du Nord, pas plus. Tout ça réuni, ça faisait pas 100 millions de musulmans. Alors que seule l'Inde avait déjà 300 millions de musulmans. Et les Anglais leur ont dit, où tu vas avec ton califat là? S'il y avait un califat qui devait y avoir, c'est nous qui devons l'avoir. La France a une vision approximative. Elle fonctionne avec des présupposés. Je suis là, je pense, donc les autres doivent obéir. C'est ce qui explique les déboires. On en vient au corps du sujet. Au moment de la Libye, du printemps arabe, il y avait 5 organisations terroristes en Afrique. En 2021, en 10 ans après, il y a 50 organisations terroristes. Ah bon? C'est l'objet de notre récit. Vous me donnez l'occasion. Les phrases, ça a commencé avec Kadhafi et la Libye. Vous vous en souvenez tous, Mohamed Kadhafi, le colonel libyen, a été invité en visite officielle en France. Il a même dressé sa tente à la résidence Marigny. Et il a été à Versailles et tout le monde s'est fait des courbettes dans l'espoir qu'il allait acheter des Rafales. Les Rafales, c'est pas tant. Alors, s'il était vraiment un dictateur, un salopard, la France n'aurait dû jamais songer à lui vendre des Rafales. Oui. Pire que ça, non seulement elle a voulu lui rendre des Rafales, mais aussi elle lui a fourni des technologies pour l'espionnage de son opposition. C'est pour vous dire que les droits de l'homme en s'en balancent complètement lorsqu'il s'agit de royalty. La France était intéressée par le marché libyen parce que ça permettait d'avoir des rétrocommissions et ça permettait donc de financer la campagne présidentielle, la nouvelle campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Ça se dit pas. Ça se dit dans le domaine de l'implicite. Finalement, il n'a pas acheté les Rafales et finalement lui a envoyé les Rafales pour le bombarder. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, Nicolas Sarkozy a raté le coche avec la Tunisie et l'Égypte. La Tunisie était le siège du secrétariat de l'Union pour la Méditerranée et la Libye et l'Égypte, Moubarak, le vice-président. Les 2 piliers de la politique atlantiste en Méditerranée, la Tunisie et l'Égypte, sont les premiers qui sont tombés sous l'effet du printemps arabe. Les supports de la politique méditerranéenne de Sarkozy étaient partis. Donc il fallait absolument qu'on compense par une prise de guerre qui nous permette de relancer avantageusement sa campagne électorale pour disant je suis un leader.
On a été avec la Libye. C'est pas la France qui a libéré la Libye. C'est la force de frappe de l'administration américaine. Il y avait 2 porte-avions nucléaires américains qui ont neutralisé tous les systèmes de défense de la Libye. Donc après, les bombardements ont ciblé au fur et à mesure le temps de mettre la mise en scène et tout. Comment s'est arrivée cette prolifération? Kadhafi a été tué, mais auparavant, alors qu'on voulait préparer la chute de Tripoli, le Qatar, l'ami de la France, Nicolas Sarkozy, l'émir de Qatar, fait venir par avion spécial, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien Premier ministre libyen en titre au moment de la période de transition. Et le Guépard a eu la gentillesse de publier la série de mes papiers concernant ce thème-là, que je vous recommande de lire intelligemment et pleinement. Le Qatar fait venir l'avion spécial de Kaboul, Belhadj, Abdelkarim Belhadj, le chef des groupements islamistes qui vient en Afghanistan, qui était traqué par la communauté occidentale. Pendant 10 ans, on a fait la guerre contre les terroristes. On les envoyait à Guantanamo. On tuait ceux-ci, on faisait ça. Et lui, il était à Kaboul et il était traqué par Kadhafi. On a abattu Kadhafi et on a fait venir par avion spécial. Où? À Doha, au Qatar. Pourquoi faire? Pour assister à une réunion de l'OTAN. Vous vous rendez compte, un chef terroriste avait un chef d'état-major des armées de l'OTAN. Lui, qui l'écoutait, il leur disait, Nicolas Sarkozy plaidait pour que la chute de Tripoli intervienne le 13 juillet. Pourquoi le 13 juillet? Parce que le 14, c'est le 14 juillet, il aurait défilé à la tribune du 14 juillet, place de la Concorde, en disant j'ai libéré la Libye, le tyran est mort, donc réélisez-moi, et il aurait assuré sa réélection. Mais Belhadj il s'en gagnait de la réélection de Kadhafi. Pour lui, de Sarkozy, c'est un cas faire comme les autres. Il voulait toucher des transactions de Kadhafi. Donc, lui, il a décidé que la chute de Tripoli interviendrait en fin août. Bon, en fin août, parce que c'est dans la symbole, parce que le 1er septembre, c'est l'anniversaire du coup d'État de Kadhafi, l'anniversaire de la révolution de la Jamaïria, et lui, il voulait empêcher les pro-Kadhafi de célébrer la fête de la révolution. Et c'est ce qui s'est passé. Belhadj a pris Tripoli, mais non seulement il a pris Tripoli, mais il a pris aussi toutes les garnisons militaires qu'il y avait à Tripoli, c'est-à-dire tout l'arsenal libyen concentré à Tripoli, qui était concentré à Tripoli, mais que Kadhafi, prudent, parce que lui il a fait un coup d'État, il ne voulait pas qu'on fasse un coup d'État contre lui, il avait les armes et les munitions, les soldats et les gendarmes avaient des armes mais sans munitions. Belhadj s'est emparé des arsenaux, et qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est djihadiste. C'est pas parce qu'il a parlé à l'OTAN qu'il va se convertir en pacifiste. C'est pas Bernard Kouchner ou quelque chose comme ça. Il a des garnisons, il s'est emparé des garnisons et il a livré des armes à tous ses sympathisants à 14 pays africains. On peut dire indirectement que la France a armé les terroristes qu'elle est en train de combattre sous prétexte de Serval, Barkhane, MINUSMA, Sangaris et tout ça. Le arsenal libyen a servi à équiper et armer 14 pays africains, plus les djihadistes de Syrie. Maintenant, la France a célébré la victoire d'Avril Cameroun et Nicolas Sarkozy ont été en Libye célébrer la victoire. Et même un islamologue réputé, mais qui est un type avec des œillères burqa, François, a dit la mort de Kadhafi ouvre la voie à la démocratisation. Comment voulez-vous qu'une telle analyse ait cours si ce n'est une marque de la cécité et d'une incompétence totale qui a fait la faillite et le déshonneur de la pensée académique française? Comment voulez-vous que la marche de la démocratie en Libye avec la mort de Kadhafi, je ne parle pas, je ne fais pas l'éloge de Kadhafi. Il a été très mauvais pour le monde arabe, pour son peuple, pour beaucoup d'autres causes de libération. Mais le problème avec Kadhafi, c'est qu'à sa mort, ce qui a suivi, c'est que les djihadistes ont fait un attentat, ils ont tué l'ambassadeur des États-Unis, c'est-à-dire l'ambassadeur du pays qui a libéré la Libye et qui a coincé Kadhafi.
Et on a fait un attentat contre l'ambassade de France. Comment? Les deux pays qui ont le plus aidé à se débarrasser de Kadhafi, la mort de Kadhafi favorise la marche vers la démocratie de la Libye alors qu'elle était gouvernée par des djihadistes qui ont alimenté toute l'Afrique, c'est-à-dire le précaré africain de la France, le terrorisme avec d'armes et terrorisme. Ce qui s'est passé, à ce moment-là, la Libye échappait à Sarkozy avec les terroristes. Et de l'autre côté, le Sénégal, dont j'en ai parlé, la réélection de Ouad était compromise par la montée en puissance de Macky Sall. Donc, Sarkozy disant, mais moi pour l'instant j'ai plus rien là, je n'ai absolument plus rien. Je perds le Sénégal, je perds la Libye, mon précaré est parti. Donc, ça a été Ansar Dine qui sont financés par le Qatar qui ont occupé le nord du Mali. C'est-à-dire le plus récent allié de la France, le Sarkozy, Qatar, a attaqué un pays, le Mali, qui est un des plus anciens alliés de la France. Il a déstabilisé le plus ancien allié, le plus important pays musulman de l'Afrique occidentale. Voilà le malheur. Là. La Terre s'est arrivée à ce point-là. Déjà, la déstabilisation du Mali a entraîné la déstabilisation ipso facto du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Sénégal, la gangrène, et ça a entraîné l'arrivée des troupes françaises. Et quand il y a les troupes françaises, ça encourage les djihadistes à attaquer les troupes françaises parce qu'il y a des rapides, des prises d'otages, donc des rançons, et on s'enrichit, il y a le trafic, il y a les cigarettes, il y a l'alcool, il y a la drogue, et c'est ainsi de suite. Maintenant, on est à 50 organisations terroristes. Pourquoi? Parce que, avec ce développement, cette prolifération djihadiste, les Français ont envoyé non seulement les troupes régulières, mais il y avait aussi des drones américains. Le Burkina Faso, pourquoi il est attaqué? Parce qu'il a cédé une annexe de l'aéroport de Burkina Faso, l'annexe civile, à une base américaine de drones. Donc c'est un cible légitime pour les djihadistes. On a eu ça, on a eu le Niger parce qu'il y a l'uranium d'Areva, et ainsi de suite. Au fur et à mesure qu'on envoyait des compagnies militaires privées, au fur et à mesure les djihadistes allaient s'attaquer à eux parce que en prenant un otage, ça rapportait beaucoup d'argent, et les compagnies militaires sont consommatrices de beaucoup d'essence, de carburant, d'alcool, tout ça, et de matières premières, de pièces détachées, tout ce qu'ils peuvent voler dans les entrepôts, qu'ils peuvent vendre en stock dans une période de pénurie. Il s'est greffé une exploitation politique du djihadisme par les Occidentaux qui s'est retournée contre eux, et il y avait un terrain fertile parce que 70 ans après l'indépendance, la France qui a plié l'Afrique, la France a été le fardeau de l'homme blanc. C'est pas l'Afrique qui a été le fardeau de l'homme blanc, c'est la France qui a été le fardeau de l'homme noir. La France, pendant 70 ans, elle a vécu auprès de l'Afrique. Il y avait les djembés, les mallettes, Houphouët-Boigny, Mobutu, tous ces gens-là envoyaient de l'argent. Pourquoi? Pour aider à la libération, pour développer l'Afrique, pour améliorer la condition des travailleurs immigrés? Pas du tout. C'était pour que les Français, les journalistes, les hommes politiques continuent à fumer des cigares, manger du caviar. Et c'est ce qui explique les flux migratoires africains qui viennent en France ou en Europe et qui fait que ça, il y a la tragédie, que maintenant on veut fermer les frontières, alors que c'est ça a été à cause de préjugés d'une exploitation éhontée de l'Afrique, post-coloniale aussi violente que celle de la période coloniale. Alors, je vais ouvrir une parenthèse parce qu'il y a tout est important, mais il y a deux points que je souhaite que vous expliquiez un petit peu. D'abord, le financement. Pour vous, c'est le Qatar qui était derrière les djihadistes qui ont envahi le Mali. Oui. Deuxième. Attends. Oui. Pas uniquement le Mali. Déjà à Tripoli, Belhaj il est venu par avion spécial. Ah, jusqu'au Qatar, oui. Et ensuite, il a à Doha, c'est-à-dire la capitale de Qatar, rencontrer les chefs d'état-major. Donc, il était financé par le Qatar, et le Qatar a investi beaucoup en Libye, avec la Turquie, et en Tunisie, ce qui a permis aux Arda de prendre le pouvoir. Donc, les pays étaient
étranglé la Libye et la Tunisie prenaient en tenaille l'Algérie, qui avait la frontière avec 6 pays, et l'Algérie a une très grande frontière avec le Mali, on l'aurait coincé. Malheureusement, tout ça s'est retourné contre eux. Alors, ma question, est-ce que... Le Qatar a beaucoup financé. J'en ai fait un livre, si vous voulez, je peux vous l'envoyer avec les financements. Mais il y a aussi l'Arabie Saoudite. Le Qatar a payé 3 milliards de dollars rien que pour la Syrie. 6 milliards de dollars entre la Syrie et la Libye. L'Arabie Saoudite, 7 milliards. Il y a eu 200 000 djihadistes en Syrie. Il y avait des gens de Qatar qui allaient en Syrie, qui avaient leur expertise, qui allaient ensuite au Mali. Des gens d'Ansar-Dine. D'où ils viennent? Les chefs d'Ansar-Dine, c'était quoi? Il y en a même un ancien consul malien en Arabie Saoudite. Ah bon? Mais oui, mais oui. Et ce monsieur-là a été chopé en train de faire un trafic de drogue. Il a dit, Bismillah, je suis désormais pratiquant. Il est devenu très wahhabiste. Comme les Qatar et l'Arabie Saoudite sont les deux seuls pays wahhabistes au monde. Hein. Tous les autres ne sont pas wahhabistes. Mais eux, c'est la lignée des wahhabistes. C'est une secte à part qui n'est pas reconnue par la majorité. Mais comme ils sont pétroliers, qu'ils ont de l'argent, tout le monde se prosterne pour eux. Donc cet ancien consul à Jeddah, il a été chopé en faisant des trafics de drogue. Il a dit non, je commence à croire en Dieu. Il est devenu le chef des djihadistes. Mais c'est ça l'exploitation de l'islam. Quand ça arrange les gens. Mais pourquoi alors il y a maintenant tous ces djihadistes-là? Pas mal de gens, ils se convertissent à l'islam parce qu'ils ont besoin de gagner leur vie. Vous savez, un djihadiste, le salaire moyen d'un djihadiste d'un travailleur dans le monde arabe, c'est 400 livres pour le Syrie, 400 livres libanais avec la libération. Disons, 2000 livres. Mais un djihadiste, il touche 1500 dollars par mois. Plus s'il est marié, 150 dollars pour sa femme. S'il a des enfants, 50 dollars par chaque enfant. Il se marie 4 fois, ça fait 600 dollars. Plus ses enfants, il en a 5 à 6, ça fait 3 ans, ça lui fait 2000, 3000 dollars. S'il tient 10 mois, 15 mois, il a 20 000 dollars, il peut s'acheter une maison en Afrique, donc ailleurs. C'est une source d'enrichissement. Au Pakistan, il y en a beaucoup qui sont enrichis comme ça au moment du djihad afghan. L'Arabie Saoudite et le Qatar ont été les principaux financiers du terrorisme islamique. Alors, pourquoi? Oui, pourquoi le Mali? Pourquoi l'islam? Et pourquoi l'Afrique? Oui. Pourquoi l'Afrique? Parce que le travail immigré, vous savez, dans les années 80, lorsqu'il y a eu le boom pétrolier, il y a eu la 3e génération de travailleurs immigrés, d'Africains et d'Arabes, d'Afrique du Nord, d'Algérie, Maroc, Tunisie, sont arrivés à maturité. Les premières générations, c'était des travailleurs. La 3e génération, ils étaient nés en France, ils parlaient le français, ils commençaient à s'intéresser à la politique. La marche des beurs est en 1984. Donc ils commençaient à rentrer dans les syndicats, à faire des revendications dans le Parti socialiste, dans le Parti communiste. L'OTAN a tenu une réunion, elle a dit, il y a un grand débat qui agite l'islam. Est-ce que l'Europe est un lieu de passage ou un lieu d'ancrage? Si c'est un lieu d'ancrage, vous considérez les travailleurs émigrés, vous savez, on est 20 millions de travailleurs émigrés en Europe actuellement. Un État, lui seul, on est le 29e État de l'Union européenne, beaucoup plus que le Benelux. Il y a 20 millions de musulmans en Europe. Ça fait quelque chose. Alors, si c'est un pays d'ancrage, donc ils prennent les mœurs françaises, les mœurs anglaises, les mœurs hollandaises, ils s'insèrent, ils rentrent dans la vie politique. Mais si c'est un pays de passage, c'est-à-dire ils sont là juste en attendant de rentrer chez eux, on les décide, ils restent dans un machin de séparatisme. Le séparatisme, c'est le fait des Occidentaux. Et à cette raison-là, on a supprimé l'enseignement de l'arabe officiel en France, on lui a substitué l'enseignement des langues des cultures d'origine. On ne parlera plus l'arabe, qui est un élément fédérateur du monde arabo-musulman, parce qu'il y a le Coran pour les Africains. On enseignera l'arabe algérien, le berbère, l'arabe tunisien, l'arabe marocain, donc en compartiment. Ce que n'a pas fait la Grande-Bretagne, qui n'est pas idiote, contrairement à la France. Donc, on a favorisé cette culture du séparatisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Quiconque voulait apprendre l'arabe en France, comme il n'y avait plus de lycées qui parlaient et enseignaient l'arabe, ils se retournaient dans les lycées. Il n'y avait pas de lycée.
Alors on allait où? Dans les mosquées. Et qui tenait les mosquées? Le financement des mosquées en Arabie durant le boom pétrolier a été fait par l'Arabie Saoudite. Et je le dis très clairement à tous les auditeurs et téléspectateurs de Télé Guépard. Il y avait, au plus fort de la guerre soviéto-américaine, la guerre froide, en plein boom pétrolier, 60 dirigeants des frères musulmans qui avaient trouvé refuge politique en Europe, un peu partout disséminés. Non seulement ça, Ayman Zawahiri, le successeur de Osama Ben Laden, a été réfugié politique en Europe. 60. Maintenant, ils sont tous poursuivis terroristes criminels. Mais ils étaient réfugiés politiques, ils avaient leurs activités, leurs tribunes, leurs journaux. Les plus grandes chaînes de télévision arabophones étaient basées à Londres. Les plus grands journaux trans-arabes étaient basés à Londres. Parce qu'il y avait du pétrole, donc ça les arrangeait. Non seulement on a supprimé l'enseignement d'arabe, qui était dispensé par des professeurs de langue arabe mais de nationalité française, c'est-à-dire formés par l'éducation nationale française, des laïcs, on les a laissés confier à des prédicateurs islamiques qui venaient d'un peu partout dans le monde, le Qatar qui payait, l'Arabie Saoudite, et ça a donné une islamisation de la pensée des immigrés. Alors on nous dit les territoires perdus. Les territoires perdus, c'est la République qui a perdu ses territoires au profit des pétrodollars. Pour une poignée de dollars, l'Europe a vendu son âme. Voilà l'essentiel de ça. Très bien. Alors, c'est particulièrement clair, mais il y a un autre point. On est dans 4 minutes, on arrive à la fin de notre entretien, si tu le permets. Mais on le fera là en septembre là-dessus. Et alors, il y a une autre question, c'est que tu nous parles des groupes privés, donc des mercenaires qui opéraient, que la sécurité est confiée aux organismes privés, donc des mercenaires. Est-ce que ça aussi, cela reste quelque chose de clair que dans le Sahel, il n'y a pas, je pense que tu l'avais écrit à un moment donné, qu'il y avait, je ne sais pas, que la sécurité était, une partie de la sécurité était confiée à l'Israël, je ne sais pas. Alors, je voulais savoir... Au Cameroun, par exemple, oui. La brigade d'intervention, au Israël, le nord du Mali, la sécurité des bases du MINUSMA sont confiées aux Israéliens. Ah bon? Mais oui, je t'enverrai un papier là-dessus, mais bien sûr. Mais ils ne peuvent pas... Mais pourquoi ils ne peuvent pas assurer cela? La France a voulu gérer son carré africain en tandem avec Israël. Pourquoi? La sécurité des bases du MINUSMA au Nord Mali est confiée à Israël. Et la preuve, Israël, il y a 3 jours, a été admise comme membre observateur de l'Union africaine, avec n'a rien d'africain à part la charte, mais ils sont assez israéliens. Pourquoi Israël est membre de l'Union africaine? Parce qu'il participe à la sécurité. Il a participé à la sécurité de Mobutu, de Houphouët-Boigny, de Gbagbo. Ah bon? Le Nord-Afrique, mais bien sûr, oui, et maintenant le Cameroun. Tout le nord du Mali, il y a 3 firmes israéliennes. Mais vous avez eu des ministres des Affaires étrangères français pro-israéliens, Bernard Kouchner et Laurent Fabius, qui ont favorisé l'implantation des firmes américaines et israéliennes, Jet Aviation et les autres compagnies de sécurité. Alors, est-ce que c'est seulement les Israéliens qui disposent de services de sécurité là-bas, ou il y a d'autres pays aussi qui en ont? Non. Les compagnies militaires privées, ça permet aux États occidentaux d'être présents sans être officiellement présents. Quand il y a un soldat de l'armée française qui est tué, c'est l'État français qui est payé. Quand une compagnie militaire française, ce sont d'anciens officiers, d'anciens parachutistes, d'anciens commandos à la retraite. Ils sont sous-payés, ils sont surpayés, mais ils n'obéissent pas aux lois de l'armée française officiellement. Ils sont commandés par leur propre hiérarchie. Il y a une structure parallèle qui est proche de la DGSE ou de la CIA ou de 12 autres machins, mais ce n'est pas l'État français qui a engagé officiellement, ou l'État américain, ou l'État anglais. Ce sont des mercenaires, mais qu'on n'appelle pas mercenaires, mais des compagnies militaires. Pourquoi il y a des compagnies privées?
parce que les dirigeants africains n'ont pas confiance dans leurs propres compatriotes. S'ils formaient des détachements pour changer leur propre sécurité, ils craindraient qu'il y ait un retournement d'armes et qu'il y ait un coup d'État, comme il y en a eu tellement. Okello, qui était sergent, est devenu maréchal en Tanzanie, Moussa Traoré en Afrique, et 3 coups d'État militaires en Afrique, et ainsi de suite. Mobutu, qui a tué le père de l'indépendance, Patrice Lumumba, ainsi de suite. Donc ils ne sont pas fous, ces gens-là. Ils veulent garder le pouvoir et l'argent. Donc ils préfèrent avoir affaire à des blancs. De temps en temps, ils zigouillent un blanc et disent toi, t'as trahi, mais un blanc dans l'Afrique, c'est dans les basses magouilles avec les services de renseignement occidentaux, ils s'arrangent toujours. Voilà pourquoi on confie ça aux compagnies militaires privées, parce qu'on ne veut pas confier ça à des compagnies autochtones africaines. Et c'est pour ça aussi qu'on confie la gestion des ports de télécommunications, non pas des compagnies authentiquement africaines, pour créer un capitalisme africain autochtone en mesure de peser sur les relations internationales. On préfère confier ça à Bolloré, à Bouygues. Vous vous rendez compte le nombre de ports gérés par Bolloré? Pourquoi ne pas demander l'expertise d'Afrique du Sud ou d'Algérie? Ils ont l'expérience des ports. Pourquoi ne pas demander l'expertise du Nigeria, d'Afrique du Sud, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie pour la gestion de vos réseaux téléphoniques? Mais non, il y a toujours le complexe colonial. On est là avec le Guépard pour parler, pour essayer de sensibiliser, éveiller les consciences. On se donnera un rendez-vous une fois par mois à la rentrée pour chatouiller un peu les ménages assouvis des Africains qui croient toujours aux vertus civilisatrices de la colonisation occidentale. Alors, René, je n'ai pas vu le temps passer, ça fait 31 minutes qu'on est là. Ça me paraissait, j'avais l'impression qu'on n'a fait que 15 minutes. Alors, malheureusement, aujourd'hui, nous arrivons à terme de notre émission. Quel est ton dernier mot, tout en sachant que sous peu de temps ou au plus tard, à la rentrée, il y a trop de questions internationales, questions géopolitiques à débattre. J'ai beaucoup de retours à la suite de tes interventions sur le guépard.net. Donc, je dis aux internautes que nous allons continuer sur cette question qui n'est pas totalement épuisée, c'est-à-dire la prolifération des djihadistes en Afrique. Mais aujourd'hui, un résumé de ce que tu viens de dire, quel est ton dernier mot aujourd'hui vis-à-vis des Africains, ou en tout cas ton dernier mot de cette émission? Je vous donne rendez-vous le 1er septembre parce qu'il y aura un événement majeur qui va bouleverser la géostratégie mondiale. La fin du retrait américain en Afghanistan. 46 ans après le Vietnam, l'Amérique se retire de l'Afghanistan. L'Asie aura été le cimetière de l'Empire américain. Rendez-vous en septembre. Alors, par curiosité, donc vous vous attendez à des conséquences énormes que produira ce retrait américain? Ils se retirent, ils ont commencé, il ne reste plus que 10%, mais ils ont fixé symboliquement la date du 11 septembre. Nous, on fera l'émission entre le 1er et le 11 septembre. Donc, vous allez permettre de savourer et de participer à l'accomplissement de l'histoire. C'est important de convoyer l'histoire et de ne pas de le subir tout le temps. Alors, ma question, c'est une petite question qui prépare les internautes. Pour vous, ce retrait n'a pas fini de montrer tout ce que cela va engendrer plus tard, si j'ai bien compris. Bon, on se donnera un rendez-vous en septembre. Entre-temps, je ferai un très grand papier que je vous demanderai gentiment de publier, comme ça leur donnera l'eau à la bouche et ils seront très intéressés de connaître le développement. C'est important. L'Asie, il y a eu 2 grandes défaites américaines en Asie finalement. Et vous savez, la France, la défaite de Dien Bien Phu a entraîné le glas de l'Empire français. Après Dien Bien Phu, en mai 54, novembre 54, il y a eu la révolte algérienne, la révolution algérienne. Il y a eu la guerre de libération. La France a été épuisée par l'Algérie et par le Vietnam d'abord et l'Algérie, et ça a donné l'indépendance de l'Afrique. Voilà. Donc ça aussi, c'est un événement fondateur, le retrait américain. 46 ans après, il n'y a même pas un demi-siècle, il y a eu 2 défaites. C'est 2 défaites majeures de l'Amérique. La première puissance planétaire, on est en 2021, en 2030,
La Chine sera la première puissance majeure dans tout. L'Asie va passer en tant que première puissance planétaire. On en parlera beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'incidents. Merci beaucoup René, je ne me lasse jamais de t'écouter. Merci pour ta disponibilité pour le guépard.net. Le rendez-vous est pris, les internautes du guépard.net sont déjà avisés. La rentrée s'annonce très bien. C'est par ce mot que je... Oui, j'ai pas compris. La rentrée s'annonce pour nous bénéfique, pas nécessairement pour l'Amérique. Ah bon, d'accord, ils ont compris. Et tout à fait. Pour nous bénéfiques, ceux qui sont contre le néocolonialisme, si j'ai bien compris. En tout cas, merci beaucoup, chers internautes du guépard.net, et à très bientôt.